L'année 1764. Le soleil brille sur les collines verdoyantes du Gévaudan. Mais une ombre sinistre plane sur cette région rurale de France. Quelque chose de terrifiant rôde dans les bois. Une série d'attaques brutales terrorise la population. Les premiers murmures de la bête se font entendre. Une créature énorme, aux yeux rouges et au croc acéré. Les rumeurs se propagent plus vite que le vent. La peur s'installe dans chaque village, chaque ferme isolée. Les attaques sont d'une violence inouïe. Des bergers déchiquetés, leurs troupeaux décimés, des femmes attaquées, mutilées. La bête ne semble pas avoir de préférence, s'attaquant aux jeunes et aux vieux, aux hommes et aux femmes. Le Gévaudan est plongé dans un cauchemar éveillé. Les habitants se barricadent chez eux. Les routes se vident, le silence règne, brisé seulement par les cris des victimes et les hurlements lointains qui glacent le sang. Chaque attaque soulève plus de questions que de réponses. Les habitants de la région sont plongés dans la terreur et l'incertitude. Les pistes laissées par la créature sont énigmatiques et personne ne semble capable de les déchiffrer. Les villageois se demandent si cette bête est une punition divine ou une malédiction ancestrale. Les théories abondent, mais aucune ne parvient à expliquer l'horreur qui les frappe. Comment une seule créature peut-elle être si forte, si rapide, si brutale? Les attaques se produisent souvent à la tombée de la nuit, ajoutant une dimension supplémentaire de peur. Les yeux de la bête, brillant dans l'obscurité, hantent les rêves des villageois. Les chasseurs les plus braves hésitent à s'aventurer dans la forêt, craignant de ne jamais en revenir. Certains témoignages décrivent la bête comme un loup gigantesque, plus grand qu'un homme. Les récits varient, mais tous s'accordent sur la taille impressionnante et la férocité de la créature. Les anciens du village racontent des histoires de loups monstrueux, mais aucun n'a jamais été aussi terrifiant que celui-ci. Les chasseurs expérimentés sont déconcertés par la force et l'agilité de la bête. D'autres parlent d'une créature hybride, mi-loup, mi-ours, avec une fourrure noire et une odeur nauséabonde. Cette description ajoute une couche de mystère supplémentaire. Les villageois se demandent si la bête est le résultat d'une expérience scientifique qui a mal tourné ou d'une créature mythique réveillée de son sommeil. Les théories les plus folles circulent, alimentées par la peur et l'ignorance. Des rumeurs de lycanthropie circulent. Certains croient que la bête est en réalité un homme maudit, condamné à se transformer en créature féroce à chaque pleine lune. Les histoires de loups-garous se multiplient, et les villageois commencent à se méfier les uns des autres. Chaque étranger est suspecté d'être la bête sous une forme humaine, et la paranoïa s'installe. Un homme maudit, transformé en bête féroce. Les légendes locales parlent de malédictions anciennes et de pactes avec des forces obscures. Les prêtres et les guérisseurs sont appelés à l'aide, mais leurs prières et leurs potions semblent inefficaces. La bête continue de semer la terreur, et les villageois se sentent impuissants face à cette menace surnaturelle. La peur nourrit les superstitions. Les villageois se rassemblent autour des feux de camp pour partager leurs histoires et leurs craintes. Les anciens récitent des incantations pour éloigner le mal, tandis que les jeunes écoutent avec des yeux écarquillés. La tension est palpable, et chaque bruit dans la nuit est interprété comme un signe de la présence de la bête. Le Gévaudan est pris au piège d'un mystère qui semble insoluble. Les autorités locales sont dépassées, et même les chasseurs les plus expérimentés ne parviennent pas à capturer la bête. Les villageois vivent dans la peur constante, et chaque nouvelle attaque renforce le sentiment d'impuissance. Le mystère de la bête du Gévaudan reste l'une des énigmes les plus troublantes de l'histoire. Face à la terreur, les habitants s'organisent. Les rumeurs d'une créature mystérieuse et dangereuse se propagent rapidement, semant la panique dans chaque foyer. Les villageois, autrefois paisibles, se retrouvent à discuter de stratégies de défense et de survie. Les réunions dans la place du village deviennent fréquentes, chacun apportant ses idées et ses ressources pour protéger leur famille et leurs biens. Les anciens du village, avec leur connaissance des légendes locales, prennent la parole pour guider les plus jeunes. Les forgerons travaillent sans relâche pour fabriquer des armes, tandis que les femmes et les enfants préparent des provisions pour les longues nuits de veille. La solidarité et la détermination des villageois sont palpables, mais la peur de l'inconnu reste omniprésente. Des battues sont organisées, menées par les meilleurs chasseurs de la région. Ces hommes, aguerris par des années de chasse, connaissent chaque recoin de la forêt. Ils se rassemblent à l'aube, leurs visages marqués par la détermination et l'expérience.
Les chefs de chasse élaborent des plans détaillés, utilisant des cartes et des récits de témoins pour localiser la créature. Les jeunes chasseurs écoutent attentivement, apprenant des techniques et des stratégies qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Les préparatifs sont minutieux. Chaque détail est pris en compte pour maximiser leurs chances de succès. Des pièges sont tendus, des appâts disposés. Les chasseurs utilisent des techniques ancestrales, transmises de génération en génération. Ils placent des pièges dans des endroits stratégiques, espérant attirer la bête avec des appâts soigneusement choisis. Chaque piège est vérifié et ajusté, les chasseurs travaillant en silence pour ne pas alerter la créature. Les heures passent et l'attente devient insupportable. Les chasseurs savent que la moindre erreur pourrait être fatale, mais ils sont prêts à tout pour protéger leur village. Mais la bête est rusée, insaisissable. Elle connaît la forêt mieux que quiconque, utilisant chaque ombre et chaque recoin pour échapper à ses poursuivants. Les chasseurs trouvent dans des traces, des empreintes et des signes de passage, mais la créature reste introuvable. Les nuits sont longues et pleines de tension, chaque bruit dans la forêt faisant monter l'adrénaline. Les chasseurs commencent à douter, se demandant s'ils pourront un jour capturer cette créature mythique. Elle disparaît aussi vite qu'elle apparaît, laissant derrière elle une traînée de sang et de terreur. Les villageois découvrent les signes de ces attaques, des traces de lutte et des taches de sang sur le sol. Chaque nouvelle découverte renforce la peur et la détermination des habitants. Les histoires de la bête se multiplient, chacun ayant sa propre version des événements. Les enfants sont tenus à l'intérieur et les portes sont verrouillées dès la tombée de la nuit. La bête devient une légende vivante, un cauchemar éveillé pour tous ceux qui vivent à proximité de la forêt. Les autorités royales, alertées par l'ampleur du massacre, envoient leurs propres chasseurs. Des émissaires arrivent dans le village, apportant avec eux des ordres et des renforts. Les chasseurs royaux, vêtus de tenues officielles, sont des experts dans leur domaine. Ils apportent des armes et des techniques avancées, espérant mettre fin à la terreur qui règne. Les villageois regardent avec espoir et scepticisme, se demandant si ces nouveaux venus pourront vraiment faire la différence. Des capitaines de dragons, des lieutenants de chasse, tous déterminés à mettre fin au règne de terreur de la bête. Ces hommes, formés pour la guerre et la chasse, apportent une nouvelle lueur d'espoir. Ils se préparent méthodiquement, utilisant des stratégies militaires pour traquer la créature. Leur détermination est visible dans leurs yeux, chaque mouvement calculé et précis. La chasse à la bête devient une mission de la plus haute importance, un défi que ces hommes sont prêts à relever, coûte que coûte. Les théories sur la nature de la bête se multiplient. Un loup extraordinaire, un animal exotique échappé d'une ménagerie. Certains évoquent même l'hypothèse d'un tueur en série, se servant de la légende pour masquer ses crimes. Chaque théorie a ses partisans et ses détracteurs. Les témoignages sont souvent contradictoires, empreints de peur et de superstition. Le mystère reste entier. L'affaire prend une tournure politique. Le roi Louis XV, soucieux de l'impact sur son autorité, s'implique personnellement. Il envoie son propre porte-arquebuse, François-Antoine, avec pour mission d'abattre la créature. François-Antoine arrive en Gévaudan avec ses meilleurs hommes et ses chiens. Il passe des mois à traquer la bête, multipliant les battues et les expéditions punitives. La pression monte. Chaque jour qui passe sans capture est un affront au pouvoir royal. Enfin, en juin 1767, François-Antoine abat un loup gigantesque. Ce loup, d'une taille et d'une férocité sans précédent, avait semé la terreur dans la région pendant des années. Les habitants du Gévaudan vivaient dans la peur constante de cette créature insaisissable, qui semblait défier toutes les tentatives de capture. Les chasseurs les plus expérimentés avaient échoué, et les récits de ces attaques étaient devenus légendaires. L'animal, d'une taille impressionnante, est exposé à la cour comme étant la bête du Gévaudan. Le soulagement est palpable. Les nobles et les paysans se rassemblent pour voir de leurs propres yeux la créature qui avait causé tant de souffrances. Les discussions vont bon train, chacun partageant ses propres histoires et théories sur la bête. La cour royale, en particulier, voit en cette capture une victoire symbolique contre les forces de la nature. La vie reprend lentement son cours dans le Gévaudan. Les marchés sont de nouveau animés, les enfants jouent dans les rues et les paysans travaillent leurs champs sans craindre une attaque soudaine. Mais les doutes persistent. Certains villageois murmurent que la bête n'était peut-être pas seule. Des rumeurs circulent sur d'autres créatures aperçues dans les forêts environnantes.
Était-ce vraiment la fin de l'histoire? Les anciens du village se souviennent des récits de leurs ancêtres, parlant de créatures similaires qui avaient autrefois hanté la région. Les discussions autour des feux de camp sont remplies de spéculations et de théories. Certains pensent que la bête pourrait revenir, plus forte et plus rusée que jamais. Certains témoignages ne correspondent pas à la description du loup abattu. Des témoins oculaires parlent de créatures plus grandes, plus sombres, avec des comportements encore plus étranges. Les archives locales montrent des dessins et des descriptions qui ne correspondent pas toujours à l'animal capturé par Françoise Antoine. Les historiens et les chercheurs commencent à se pencher sur ces incohérences, cherchant à comprendre la véritable nature de la bête. La bête a-t-elle eu un complice? Les forêts du Gévaudan sont vastes et mystérieuses, abritant de nombreuses créatures inconnues. Les chasseurs locaux rapportent avoir vu des ombres se déplacer entre les arbres, des yeux brillants dans l'obscurité. La peur commence à renaître parmi les habitants qui se demandent si une nouvelle menace se cache dans les bois. A-t-elle été vaincue ou simplement disparue dans l'ombre? Les questions restent sans réponse et le mystère de la bête du Gévaudan continue de hanter les esprits. Les légendes persistent et chaque bruit dans la nuit rappelle aux villageois que le danger pourrait ne jamais être totalement écarté. La bête, qu'elle soit réelle ou mythique, reste une part indélébile de l'histoire du Gévaudan. L'énigme de la bête du Gévaudan continue de fasciner. Le mystère de ses origines, la violence de ses attaques, l'impuissance des autorités, tout concourt à faire de cette histoire un récit intemporel. Livres, films, documentaires, la bête a inspiré de nombreuses œuvres, alimentant l'imaginaire collectif. La légende a dépassé les frontières du Gévaudan, devenant un symbole universel de la peur primale face à l'inconnu. Aujourd'hui encore, la bête du Gévaudan hante nos esprits. Était-elle un animal hors du commun, le fruit de l'imagination collective, ou bien un monstre plus terrifiant encore, tapi dans les recoins sombres de l'histoire? La vérité, comme souvent, se perd dans les méandres du temps. Il ne nous reste que les témoignages, les légendes, et cette question lancinante, et si la bête était réelle?